Bonjour et bienvenue pour notre premier podcast Psychomote en bref. Nous retrouvons aujourd'hui Marielle Icard, psychomotricienne en libéral à Besançon. Ce podcast est présenté par Charlotte, Anna, Loris et Jeanne. bonne écoute. Alors bonjour Marielle, Bonjour, comment vas-tu? très bien. Merci de venir me voir, sympa. Eh ben, merci à toi. Alors déjà pour commencer, pourquoi as-tu choisi la psychomotricité comme choix d'études? Alors c'était pas mon premier choix au départ, j'ai fait autre chose. Moi j'avais fait un bac S, SVT, à l'époque, on disait comme ça. Et je suis partie en institut universitaire de technologie, j'ai fait un DUT en biologie appliquée. Et je savais que par contre, rapidement j'ai su que c'était pas ce qui me plaisait, et que j'avais plus envie de faire autre chose parce que j'avais envie d'un métier de relation. Ok. Et donc à l'issue de mon DUT, j'ai fait effectivement la psychomotricité. Comment j'y suis venue, je ne sais pas le dire. Je sais que, après j'ai une famille quand même où on est beaucoup, il y a beaucoup d'enseignants et beaucoup de paramédicaux. Et j'ai une cousine qui était psychomote, donc je suppose que ça a dû m'imprégner un peu. Et après, c'est en regardant les différents métiers entre orthophonie, infirmière, psychomote, etc., que je suis plus allée là-dessus. C'était le côté créativité, je pense, qui me plaisait beaucoup, en me disant qu'il y avait des publics très variés, et donc forcément des manières de travailler très variées. Et puis ça faisait appel à tout ce que j'aime, c'est-à-dire effectivement les arts en général, le sport, potentiellement comme médiateur, et puis avec quand même l'esprit d'analyse, le côté scientifique et littéraire aussi, parce qu'il faut savoir effectivement rédiger, lire, Donc voilà, ça faisait une synthèse de ce que j'aimais, quoi. Voilà comment j'ai atterri en psychomote. Mais je suis arrivée le premier jour en me disant qu'effectivement j'étais au bon endroit. Un peu comme toi. Et du coup, t'as fait l'école à Lille Oui, ouais, moi j'ai fait l'école à Lille. et c'était plus centré sur l'aspect psychologique ou... Je pense qu'au départ c'était considéré comme très rééducatif. Après, dans les faits, je pense qu'on a eu des apports mixtes, on va dire, assez mélangés. Et moi, après, j'avais déjà quand même une certaine base en psycho. Et du coup, de par mes lectures personnelles, et puis parce que j'ai fait une année plus ou moins de DUG, mais bon, voilà. Et du coup, je pense que ça s'est fondu pour moi, en tout cas. J'ai eu l'impression d'avoir quelque chose d'assez équilibré en termes de formation. Voilà. est-ce que vous avez directement commencé en libéral ou est-ce qu'avant vous êtes allé dans des instituts ou... J'ai fait 6 ans d'institution avant de me lancer en libéral. Faut déjà se rendre compte qu'à l'époque, c'était pas du tout comme maintenant. Maintenant, c'est devenu une monnaie courante d'être en libéral. Mais à l'époque, il y en avait très peu. Et en plus de ça, on n'avait pas du tout de financement. Les PCO, ça n'existait pas. C'était rare d'avoir en fait des prises en charge, même au niveau des mutuelles. Il y avait très très peu de financement des séances de psychomotricité en libéral. Donc c'était quand même encore une discipline très institutionnelle, ça c'est un premier point. Et puis effectivement oui, moi j'ai commencé dans des équipes, j'ai fait d'abord des remplacements, IME, CMP, et après je suis allée en service en CESAD, en handicap moteur. Et puis après, je suis retournée en CMP, hôpital de jour, etc. Voilà. Mais c'est formateur, en fait, de faire ça. Ouais, ça prépare à la profession en tant que libéral, quoi. Après, j'entends bien que chez les jeunes, maintenant, il y a beaucoup de l'envie du libéral. L'institution ou le libéral, chacun a ses intérêts et ses limites, quoi. C'est ça. Ce qui est intéressant dans le fait de commencer en tout cas en institution, moi je trouve que c'est un conseil à donner quand même si on n'y reste pas forcément longtemps ou qu'on n'y est pas à temps plein, mais en attendant d'avoir une vision quand même du maillage du système de santé déjà, et puis de connaître les autres professions, pour pouvoir vraiment travailler de façon collaborative, même si après on est dans un exercice libéral.
de bien savoir vers qui orienter en fonction des troubles qu'on observe, de ne pas se retrouver seul, parce qu'après, l'exercice libéral, on est quand même beaucoup seul, hein, donc voilà. Ça c'est important, et puis aussi parce que quand on s'enferme dans sa pratique, quelque part on enferme aussi les patients, enfin, moi c'est mon avis. C'est-à-dire qu'on les voit sous un certain prisme, on regarde certaines facettes de la personne et on va oublier certains aspects sociaux, psychiatriques, etc. Enfin, on n'est pas psychiatre, on n'est pas psychologue, voilà. Et du coup, le regard croisé, c'est quand même important. Voilà. Donc moi, je trouve qu'en début de carrière, avoir au moins un temps en institution, c'est important. Ça reste mon avis, peut-être que d'autres pensent autrement. Et du coup, l'installation en libéral, oui. Comment ça s'est fait? C'était pas trop dur? Alors moi, j'ai commencé par faire des ateliers d'éveil à l'époque, parce que voilà, j'avais des petits chez moi, et du coup je suis allée faire du bénévolat, faire des ateliers d'éveil, et après on est venu me chercher pour du soin. Du coup finalement j'ai commencé en libéral, mais sans cabinet, je faisais du domicile. Okay. Donc ça m'a permis au final d'avoir des charges réduites, d'être auto-entrepreneur et du coup de constituer progressivement mon matériel tout en me versant un salaire. Donc c'était pas mal. Alors après, oui, au bout d'un an, quelque chose, je me suis installée dans un cabinet parce que j'avais trop de travail. Et du coup, voilà, c'était parti pour une vraie installation. Voilà. Mais ça n'a pas été dur en soi, enfin, il faut connaître un petit peu les démarches, quoi. C'est surtout ça, mais je trouve que maintenant, quand même, c'est plus accessible pour vous, je pense. Parce que les démarches sont, je pense au début, là, c'est difficile quand même avec de tout. se lancer. C'est juste de savoir à qui tu dois t'adresser, quel formulaire remplir, quoi. Voilà. Mais après, je trouve que à la fois, tu as les associations quand même le SNUP, la Fédération française des psychomotes, ils ont des livrets blancs, comme on appelle ça, des psychomotriciens, et qui t'expliquent un petit peu les démarches à faire, comment ça marche les cotisations, l'URSSAF, toutes ces choses-là, en fait, qui te permettent déjà d'avoir une visibilité. Après, je trouve que pour vous, c'est quand même plus accessible maintenant, parce que vu qu'il y a aussi beaucoup plus de psychomotes en libéral, soit vous allez être sur un travail en collaboration, soit effectivement vous allez pouvoir poser des questions peut-être à des gens qui vont vous guider dans vos démarches. Donc c'est peut-être moins anxiogène qu'à l'époque. Pour vous, quelles sont les qualités principales pour faire ce métier? Il faut déjà avoir un bon relationnel, je pense. Il faut être dans la communication, avoir envie une curiosité pour l'autre, en fait. Je pense que ça, c'est essentiel. Et ensuite, il faut avoir un bon sens de l'observation. Et je pense que voilà, pour construire une clinique, il faut être dans l'observation, quoi, vraiment de l'autre. Ça me semble hyper essentiel. Et de la créativité, bien sûr. Voilà. La capacité d'analyser, bien sûr, de mettre en lien après des informations. Mais voilà, grosso modo. Et du coup, maintenant que tu es en libéral, ta journée type, même si ça change à chaque fois et que c'est super différent, mais... Une journée type actuellement, étant donné que je dois un peu compresser mon planning, c'est mes écrits et tout ce qui va être, on va dire, l'aspect administratif est un peu extérieur à ma journée type, on va dire. Ouais. C'est quelque chose que je vais faire en plus à d'autres moments, voilà. Et ça va être, je sais pas moi, 4-5 patients le matin, 1 heure de pause, et puis on réenchaîne l'après-midi, quoi. Voilà. Ouais. Et puis entre deux, les coups de fil aux institutions potentiellement, à la maîtresse, les discussions avec les parents, enfin ouais. Et la charge paperasse, rédaction de bilan, tout ça, c'est difficile de demander ça, mais le temps que ça prend pour rédiger tout ça, est-ce que tu aurais... Une rédaction de bilan, c'est assez long quand même. Hein. Oui. Donc, je sais pas combien de temps j'y passe. Trop de temps. Je sais pas, je dirais 2 heures pour un bilan, et encore, je pense que c'est... Le temps de coter, de reprendre les éléments, de les analyser ensemble, de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Enfin voilà, moi ce que j'aime quand j'écris un bilan, c'est quand même que les parents y retrouvent leur enfant. Si on parle des enfants,
Mais en tout cas, qu'on puisse avoir c'est une image à un instant T de quelqu'un. Et en tout cas, je pense que mon bilan est réussi si effectivement les parents y valident ce que j'observe quelque part. Ça va pas m'empêcher, même s'ils n'étaient pas d'accord, de dire ce que j'ai à dire. Hein, mais en attendant, je me dis que j'ai réussi à rendre quelque chose du réel de l'enfant et pas que des fonctions psychomotrices les unes après les autres, si les parents retrouvent leur enfant dans ce que j'ai écrit. Ok. Voilà. Après, voilà, le temps, je pense que ça dépend vraiment des gens. Il y a peut-être des gens qui rédigent plus vite, mais ça nous prend quand même souvent du temps hein, quand tu discutes avec les uns et les autres. C'est un peu la plaie, quoi. Mais en même temps, ce travail d'analyse, il est hyper nécessaire. Donc, voilà, il faut le formaliser à un moment donné. Quelles sont les pathologies qui reviennent le plus ici à votre cabinet? En cabinet, c'est certain que... Alors, il y a une époque, je t'aurais dit vraiment tout ce qui était trouble du neurodéveloppement et puis trouble du spectre autistique. C'est quand même une grosse part des populations qu'on voit en cabinet. Après, c'est vrai que moi, j'ai fait des choix aussi ces derniers temps et je vois plus d'ados et d'adultes. Mais c'est aussi parce que j'ai des pratiques en relaxation et en méditation. Et du coup, j'ai pas mal de jeunes avec des troubles des conduites alimentaires, des gens avec des fortes anxiétés, des dépressions, des personnes avec des troubles, des douleurs chroniques qui n'ont pas cédé aux médicaments, par exemple. Ouais. Parce que du coup, tu as des enfants, des jeunes adolescents, des adultes. Ouais. Tu as tout type de... Oui, alors je fais moins maintenant. J'ai eu longtemps des tout petits, mais ici, à Besançon, il y a quand même beaucoup de monde qui est bien formé sur les tout petits. Puis du coup, j'en vois pas beaucoup, moi, ici. Donc j'ai beaucoup de troubles des apprentissages des enfants. Et puis après, une certaine population ado-adulte, quoi. Ouais. Jeunes adultes avec des déficiences aussi. Voilà, ce qui est pas mal. Ça mixe un peu. Ça change. Parce que du coup, les stages à Lille se passaient... Comme vous ? Ouais, comme nous. Comme vous faites. Nous, alors, donc, en première année, on avait vraiment crèche, maternelle, primaire. On a vraiment fait les trois. Et on devait, comme je disais tout à l'heure, rendre un écrit pour chaque observation. Et après, on avait 2 jours de stage en deuxième année, 2 jours de stage en troisième année. Et on n'avait pas de stage court. Ça n'existait pas. Voilà. Ok. Donc moi, j'ai fait des stages à l'extérieur. Je pense parce que j'étais déjà... j'étais plus âgée, on va dire, que mes collègues. Et puis c'est vrai que quand j'ai fait le choix de la psychomotricité, je m'étais quand même un peu renseignée, puis j'étais allée faire des stages en maison d'accueil spécialisée. J'étais allée avec ma cousine qui était en centre de rééducation fonctionnelle avec les grands brûlés. Donc j'ai fait des trucs un peu spécifiques comme ça. Mais c'était hors formation, quoi. J'avais des conventionnements quand même, mais c'était pas compris dans le truc. Et sinon, effectivement, oui, nous c'était 2 jours, quoi. Deuxième année, 2 jours, et sur toute l'année, quoi. Et vous les avez réalisés où, ces stages? Alors, au final, j'ai fait du CMP et du CAMS à l'époque. J'avais d'autres choses qui étaient prévues, mais qui ont... ça ne marche pas toujours, les histoires de stage. J'ai fait aussi centre psychiatrique adulte, en secteur fermé. Ok. Est-ce que vous avez des souvenirs marquants de votre formation, par exemple les pratiques ou des choses qui vous ont marqué dans l'école? Alors nous, je pense qu'on avait beaucoup moins d'apports que ce que vous avez en pratique. Vous avez beaucoup de chance en fait, vous vous rendez pas compte. Je me rappelle pas mal des pratiques de relaxation. On était pas mal entassés parce qu'on avait des toutes petites salles et on était tous seuls en mode sardine, quoi, les uns contre les autres. Voilà, quoi, c'est surtout ça. Après, c'est les pratiques où on essayait de faire des propositions de jeux autour des pathologies ou autour des items psychomoteurs, quoi. Du schéma corporel, qu'est-ce que tu proposes, Oui, de rentrer plus spécifiquement dans le métier. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que nous, c'est quand même super varié. On a vu du on théâtre, du yoga, on a fait une semaine au cirque. Ouais, non, mais vous avez plein de Donc, choses. On a déjà vu en Maldives, je pense, de médiation. Bien dit, oui. Non, moi, j'avoue que c'était une période où, heureusement, que je faisais des choses à l'extérieur, quoi. Parce qu'il n'y avait pas tant que ça à Lille. Il y en a plus maintenant.
Ouais. Donc l'école est plus riche maintenant de toutes ces pratiques. Voilà. Parce que nous, c'est presque une demi-journée théorique et une demi-journée pratique en vrai dans Oui. l'emploi du temps. Bon, c'est top, hein, Ah oui, de la franchement, chance. oui. On a vraiment beaucoup. Parce que Très, toi, très du bien, coup, c'est ça important, restait hein, assez c'est- rare. Ouais, bah, on en avait quand même, hein, mais j'ai quand même tous les grands classiques. Enfin voilà, on a exploré beaucoup la relaxation quand même. On a quand même fait de la pratique, hein, je dis pas, on a eu des trucs sur les bébés, on a eu quand même un certain nombre de choses. Mais bon, clairement par rapport à ce que vous avez pu avoir et ce que je vois des étudiants quand j'échange, vous avez quand même beaucoup plus de choses, quoi. Moi je me suis formée beaucoup après, en fait. Ok. Ouais, puis après, bah, j'avais aussi, moi, personnellement, pas mal de choses parce que c'est certain qu'il faut. Enfin, on se nourrit de ses expériences et effectivement, moi, j'avais fait de la danse, j'avais fait de la natation, donc je suis à l'aise dans tout ce qui est balnéothérapie, etc. Moi, j'ai fait pas mal de choses comme ça en piscine et tout ça, avec des patients. J'avais fait du yoga, j'avais fait du tai chi, enfin voilà, donc c'est des choses quand même et puis de la musique et des arts plastiques et tout ça, donc je réutilise tout le temps en fait ces choses que j'ai vécues plus jeune. Et après, justement, vous vous êtes formé dans quoi après les études? Bah, j'ai fait tellement de trucs. Ah oui, ok. Bah, après, j'avais repris tout ce qui était bilan, j'ai fait de la graphomotricité, j'avais fait plusieurs modules en graphomotricité. Ça, c'était vraiment quand je me suis installée en libéral, où je trouvais que j'avais des manques et puis que ça allait être une demande quand même forte. Donc, j'avais fait les modules graphomot. J'ai fait beaucoup de choses quand même, hein, parce que j'ai fait tout ce qui était du linger, approche du linger. J'ai fait du brain ball, du jonglage au sol en fait. Mais du coup, ça permet effectivement de travailler toutes les coordinations, mais aussi l'attention, la concentration, la relation, l'accordage, tonique, etc. C'est plein de trucs sympas. J'ai fait aussi de l'art-thérapie en mouvement. C'était super, ça, j'ai adoré. Enfin voilà, quoi, je suis allée un peu explorer plein de choses différentes, du massage bébé, et j'en passe. J'ai plus. Tout ce que la formation nous offre, c'est bon à prendre, quoi. Carrément. Et ben, est-ce que tu aurais des conseils, par exemple, aux futurs psychomotes? D'avoir les yeux bien ouverts. Non mais voilà, je pense que vraiment l'observation, je trouve que c'est quand même une clé importante de notre métier. Ça c'est un premier truc. De garder un esprit critique toujours, c'est-à-dire qu'après, actuellement, on est beaucoup dans les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, ce qui est bien en soi parce qu'il faut avoir quand même des lignes directrices quoi, dans notre métier. Mais je trouve que c'est important de pouvoir aller puiser dans différentes approches, de ne pas être dogmatique quoi, en fait. Voilà. Pas voir les choses que sous un angle. Et puis de respecter les gens que vous avez en face de vous et leur culture. Parce que on peut avoir, surtout en jeune professionnel, en fait, des fois on pense qu'on a le savoir, quoi. Et que du coup, vu qu'on sait, on sait ce qui va être bon pour l'autre, et parfois on se trompe. Voilà. Le mieux est l'ennemi du bien. Alors ça, c'est une question, parce qu'on a tous la définition, enfin, chacun une définition, mais la définition de la psychomote, selon toi? C'est terrible, ça. Ouais. C'est difficile. C'est super difficile. Du métier ou de... Parce que sinon c'est facile, hein, la manière d'être au monde. Hop. De Ajuria Guerra, n'est-ce pas? Après, moi j'avoue que je fais simple souvent pour les gens. Je dis que c'est le corps en relation, quoi. Ouais. Tu vois, voilà, je vais être assez... Et sinon c'est l'harmonie. Ouais. Voilà. C'est quand même l'équilibre psychocorporel, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est quand même difficile d'apporter une définition. En vrai, c'est tellement vaste. Oui, et puis avec des mots que tout le monde aussi peut comprendre, c'est difficile de... Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez eu des temps difficiles dans votre Oui. métier? Oui, bah il y a déjà les temps où potentiellement institutionnellement t'es pas ok avec l'éthique du médecin, la direction médicale. Ça peut arriver, hein. Les directions qui sont prises ou la façon de percevoir une famille, un trouble, etc. Donc ça a pu m'arriver. Et puis après, attention avec le libéral quand même, c'est que effectivement c'est
quand même assez exigeant si tu veux sortir un salaire correct et que du coup ça peut faire vite des bonnes journées. Et effectivement après le Covid où j'ai beaucoup travaillé, j'étais très fatiguée. J'ai eu une grosse période fatigue intense, épuisement quoi. Ouais. Est-ce que tu aurais par exemple une référence ou enfin de ce que tu as lu, ce qui t'aurait marqué par exemple sur la psychomote? Alors, moi je trouve ça assez difficile en fait cette question. Alors déjà ce que je trouve bien maintenant c'est quand même vous avez tous les podcasts et tout ça, je trouve que c'est quand même super de pouvoir écouter des trucs quoi, des témoignages de patients parfois, des témoignages de professionnels, enfin il y a quand même beaucoup de choses qui vous permettent quand même de vous mettre dans un bain comme ça de psychomotricité. Ouais. Donc ça je trouve ça super. Après alors je vais faire ma vieille on va dire comme ça, je trouve que même si à l'heure actuelle la psychanalyse est assez décriée, je trouve qu'il ne faut pas se priver d'aller regarder quand même un peu des choses autour de ça. Moi j'ai beaucoup appris avec Ansvu quand même. Ok. Voilà. Et j'ai beaucoup appris avec Bullinger. Ça c'est clair. Bullinger très important aussi. Mais en tout cas les histoires d'enveloppe, moi je trouve que ça parle beaucoup en clinique. Voilà. Et que du coup c'est bien d'avoir ces apports théoriques là, d'aller lire un peu même si c'est complexe. Des choses de cet ordre-là parce que ça fait sens quand même pour certains patients qu'on peut avoir et que des fois on n'a pas les clés sur des choses plus basiques organiques et les organisateurs de Spitz aussi qui sont importants, le regard, etc. Ça on n'a pas... Ouais. Et pourtant c'est assez fondamental je trouve parce que effectivement le premier organisateur pour l'enfant c'est le regard avec son parent. Et ça, moi j'ai vécu des expériences de terrain, on va dire, hein. Enfin, voilà, où vraiment tu sentais que cette accroche visuelle, elle venait rassembler le monde, quoi, enfin, et créer quelque chose, faire naître finalement la personne que tu as en face de toi. Donc c'est quand même des choses à avoir en tête qui sont super importantes, même si c'est un peu ancien, il y a quand même des bonnes références. Il y a plein de choses dans la nouvelle littérature qui sont bien aussi. Hein. Ouais. Il y a plein de bouquins. Enfin, moi, je trouve que la collection chez Duno, il y a beaucoup de choses. Et ça t'intéresse plus du coup sur l'aspect pratique ou c'est quand même... Bah là, c'est plus tourné quand même sur la pratique. Ouais. Enfin, après, voilà, avec tout l'apport des neurosciences aussi. Voilà. Et puis de faire des liens. Après, il y a des bons bouquins qui font aussi bien les liens entre clinique enfin, clinique et pratique, mais aussi plus le côté psy et le côté concret, quoi. Voilà. Notamment sur les TND, il y a des bons bouquins. Je sais pas si vous avez des conseils aux jeunes, par exemple, qui veulent se lancer dans ce métier et qui connaissent pas trop, ou des choses à rajouter. Tu veux dire quand on n'est pas encore en formation comme vous? Oui. Après, je pense qu'il faut rencontrer les gens. Hein. De toute façon, c'est dans la relation que ça se fait, tout ça. Et qu'on découvre vraiment tous les aspects du métier. Parce que surtout, il y a de plus en plus de trucs, mais ça reste quand même une profession assez niche. Quand même. Il y a peu de... On trouve des informations, mais c'est quand même moins que les autres métiers. Ah bah oui. Tandis qu'en venant faire un stage, même de quelques jours, voir concrètement ce que c'est, parce que chacun se fait son idée, mais... Ouais, c'est sûr. On va le monter. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. De rien. Encore merci à Marie Licard d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir partagé son expérience. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre Instagram et notre TikTok Psychomote en bref. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt pour un prochain podcast.